Dans cette allégorie du monde qui est une fête foraine, le mouvement est roi. Les corps s'offrent à toutes sortes d'arabesques. Le mathématicien, lui, y voit des trajectoires et n'aurait aucun mal à définir les équations qui régissent leur mouvement. Certains tours sont prévisibles et réguliers, vitesse et position sont calculables, et même les petites sensations au creux de l'estomac se répètent identiquement. Mais il est d'autres trajectoires, plus mystérieuses. Les nacelles ne sortent pas des contours de la piste, mais leurs évolutions sont surprenantes. Combien de pirouettes vont-elles effectuer? Aucune? Une seule? Ou plusieurs d'affilée? Là, le mathématicien serait bien en peine de le calculer, et donc de le prévoir. Regardons maintenant la représentation mathématique d'un système dynamique dans un ordinateur. Soit une bille qui oscille en cadence sur une trajectoire. Ce mouvement est entretenu par un balancement régulier de l'ensemble qu'on appelle le forçage. La boucle jaune, un attracteur, traduit fidèlement l'oscillation de la bille. Cet attracteur n'est pas une trajectoire réelle, mais il rend compte de la régularité du mouvement. Quoi de plus simple et prévisible que ce système? Pourtant, changeons très légèrement l'allure du forçage. La bille se met à errer de façon capricieuse et imprévisible. L'attracteur déraille, il devient étrange. À ce comportement surprenant dans un système si simple, les chercheurs ont donné un nom, chaos. Des mouvements qui répondent à des lois mathématiques et qui restent pourtant imprévisibles en pratique, voilà le signalement du chaos. La science contemporaine a appris à reconnaître sa manifestation dans de nombreux domaines. Et les historiens des sciences en cherchent les prémices dès les tout premiers âges de la recherche scientifique. La théorie du chaos, c'est d'abord une théorie du mouvement. Pour voir du mouvement sur cette Terre, il suffit de lever les yeux. Si on lève les yeux, on s'aperçoit que tout bouge. Le soleil, les étoiles, les planètes, les corps célestes. D'abord, on constatait qu'il y avait des choses qui ne bougeaient pas, dont on considérait qu'elles bougeaient peu. C'était les étoiles et le soleil. Puis là-dessus, il y a des objets que l'on voit assez nettement et qui bougent. Ce sont les planètes. Et puis, il y a des objets qui passent un jour, une année, et qu'on ne revoit jamais. Ce sont les comètes. Puis d'autres phénomènes encore, les éclipses. Tout ça, ça fascine l'humanité depuis très longtemps. Et on peut dire que la science est née là. Le premier problème scientifique a été quand même d'essayer d'expliquer ce qui se passait là-haut. Toutes les civilisations se sont posées des problèmes astronomiques. Et il y a de très grands noms de la science qui sont associés à ça. Et ces gens construisent une théorie, qui est peut-être une des premières théories scientifiques modernes. Cette théorie est basée sur l'idée que le monde, c'est une grande sphère, une grosse boule. Sur cette grosse boule sont piquées des étoiles, qui ne bougent pas. Au centre, à l'intérieur, vous avez la Terre. Très commode le système de Ptolémée. Il place la Terre et l'homme au centre de l'univers. Mais aussi très contraignant, car il oblige à justifier théoriquement l'étrange comportement des voisines de la Terre dans le système solaire, les planètes. En effet, depuis le point de vue terrestre, elles semblent dessiner des boucles dans le ciel, qu'on appelle des rétrogradations. Imaginé en grande partie pour rendre compte de ces anomalies, le modèle de Ptolémée va fonctionner cas 1 cas A pendant 13 siècles. Mais il ne permet toujours pas de coller exactement aux observations des astronomes depuis l'Antiquité. Faut-il continuer à perfectionner ce modèle à l'infini, ou faut-il changer radicalement de point de vue? À la fin du Moyen Âge,
Nous sommes donc dans une situation où les mouvements célestes apparaissent comme compliqués. Pour décrire le mouvement d'une planète, il faut imaginer une sphère sur laquelle tourne une sphère, sur laquelle tourne une sphère, sur laquelle il y a la planète, et tout ça tourne ensemble. Et c'est à ce moment qu'intervient la grande révolution astronomique. Un moine polonais qui s'appelle Copernic introduit l'idée qu'il n'y a pas un monde et la Terre au centre, il y a le Soleil, et autour du Soleil tournent les planètes. C'est une idée très simple, mais elle va s'avérer très fructueuse. Kepler, à partir de cette idée, peut calculer les trajectoires des planètes autour du Soleil, pas autour de la Terre. Isaac Newton, au début du XVIIIe siècle, arrive à expliquer tous les mouvements célestes par une seule loi. Cette loi, c'est que la matière attire la matière en raison directe des masses et en raison inverse du carré des distances. Ça ne dit rien quand on le dit comme ça, mais ça permet de faire des calculs et ça permet de faire des prévisions. Avec ça, avec cette simple loi, on n'explique pas seulement les mouvements terrestres, on explique également les marées, par exemple. Personne jamais n'avait songé que les marées pouvaient être rattachées au mouvement céleste. Ils le sont. Tous les calculs que nous faisons maintenant en mécanique céleste sont des enfants de cette théorie qu'a bâtie Isaac Newton. Mais les corps célestes continuent de résister à la théorie de Sir Isaac. Des décalages subsistent entre les observations astronomiques et le calcul. Pourtant, la nouvelle théorie, issue d'une loi mathématique, semble exacte. D'où proviennent donc ces décalages? C'est que la Terre n'est pas seule autour du Soleil. Vous avez là le Soleil, vous avez la Terre, et déjà, il y a une très grosse planète dans les environs, c'est Jupiter. Jupiter est 1000 fois plus lourd que la Terre, et il va donc dévier un petit peu le mouvement de la Terre. Le mouvement de la Lune autour de la Terre est également dévié par Jupiter et par le Soleil. Il y a pour tous ces corps célestes, parce qu'ils ne sont pas seuls et parce qu'ils s'attirent les uns des autres, il y a des petites déviations, on appelle ça des perturbations, qui s'accumulent au cours des siècles et qui peuvent conduire à de très grandes déviations. Alors il se développe toute une théorie mathématique qui est la théorie des perturbations, et cette théorie a des succès. Elle remporte des succès considérables tout au long du siècle, si bien que les gens finissent par se dire qu'on peut mener les calculs au bout, on peut tout calculer, on peut tout prédire. Lalande, juste avant la Révolution française, prédit le retour de la comète de Halley. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut annoncer une date de retour d'une comète. Et le succès le plus spectaculaire se passe en 1846. Le Verrier, après 1 ou 2 ans de calcul avec du papier et un crayon, on n'avait pas d'ordinateur à l'époque, étudie le mouvement de la planète Uranus, et comme le mouvement n'est pas complètement explicable par la simple attraction du Soleil et des planètes existantes, on déduit qu'il y a une autre planète, qu'il appelle Neptune, la situe dans le ciel, et il écrit à un de ses collègues berlinois pour lui dire « Observez tel jour, à telle heure, dans tel endroit du ciel, vous y verrez une nouvelle planète. » Et l'astronome en question répond le lendemain « J'ai fait ce que vous m'avez dit de faire, et la planète que vous m'aviez décrite existe réellement et elle est à tel endroit. » Vraiment, on a l'impression qu'on va tout pouvoir expliquer et tout pouvoir prédire. Il y a à cet effet une citation extrêmement célèbre de Laplace. Nous devons donc envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation active des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome, rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le présent, serait présent à ses yeux. La science remporte des victoires dans le cosmos, tout comme les armées napoléoniennes sur les nombreux champs de bataille. Cependant, certains doutes subsistent sur les méthodes de calcul employées et sur leur portée à très long terme. En France, le quartier général du calcul se trouve ici, à Paris, le Bureau des longitudes, créé par Laplace sous la Révolution.
Et c'est ici, justement, qu'à la fin du XIXe siècle, un mathématicien français, Henri Poincaré, invente une méthode qui bouleverse la vision laplacienne du monde. Au lieu de multiplier les calculs, comme ses contemporains qui superposent jusqu'au vertige les approximations linéaires successives, Henri Poincaré propose un changement radical de point de vue. Il fait une analyse géométrique des mouvements qui explique l'échec du calcul linéaire de ses prédécesseurs. Il applique alors sa méthode à un système solaire simplifié à seulement 3 astres, Terre, Lune, Soleil. Et il démontre l'impossibilité de calculer leurs interactions et de déterminer leur trajectoire sur un temps infini. Nous sommes là en présence d'un système parfaitement décrit par les équations et pourtant imprévisible. Cette signature caractéristique des phénomènes non linéaires instables, c'est Poincaré qui le premier la décèle. Certains des outils mathématiques qu'il a créés sont aujourd'hui visualisables grâce à l'ordinateur. L'espace des phases permet d'obtenir toutes les composantes d'un système dynamique en une seule image. Dans un manège mathématique simple comme celui-ci, où une bille dévale et remonte inlassablement une courbe, 2 variables vont suffire pour connaître l'état du système. La vitesse, traduite par le signal jaune, et la position. Et c'est dans l'espace des phases que peut se dessiner l'attracteur, qui est la synthèse graphique de la vitesse et de la position. Quant à la coupe qui porte son nom, coupe de Poincaré, elle permet de faciliter l'étude de cette forme, traduit l'évolution d'un système dynamique. Ici, il s'agit d'un attracteur étrange. On regarde la trace des impacts successifs laissés à travers son plan de coupe. Si la trajectoire était périodique, régulière, on ne verrait qu'un seul impact. Comme elle est chaotique, un chapelet de points s'affiche. Poincaré avait forgé la plupart des outils mathématiques nécessaires à la science du chaos. Mais il va falloir un long détour de 70 ans par les sciences de l'ingénieur ou la météorologie pour en prendre la pleine mesure. Eh bien, le génie de Poincaré a été immédiatement reconnu de son vivant. Jamais, on peut dire, un mathématicien n'a connu une notoriété et un prestige aussi considérables. Et pourtant, ses travaux en système dynamique vont être perdus de vue pendant plusieurs décennies. Plusieurs explications ont été avancées à cette situation. Je pense que la question la plus importante est ce qui se passe dans d'autres domaines scientifiques, principalement en physique, où il y a d'un côté la relativité d'Einstein, qui remet en cause la théorie de la gravitation et de l'espace de Newton, et de l'autre côté la mécanique quantique, c'est-à-dire la physique de l'infiniment petit, où on s'occupe de la structure de l'atome, des relations entre la matière et la lumière, domaine qui attire la plupart des physiciens les plus jeunes et les plus brillants. Dans les années 1920, l'industrie va permettre à la science d'explorer les immenses champs d'application ouverts par la radioélectricité. La mise au point de circuits électriques comportant des décharges gazeuses, des tubes à vide ou à néon, se heurte à des phénomènes parasites, d'imprévisibles auto-oscillations qu'il importe de comprendre afin de les contrôler. On retrouve ici des systèmes non linéaires, dus à l'interaction de plusieurs éléments, où le fonctionnement de chaque partie du système ne donne qu'une indication incomplète sur le système tout entier. Le premier personnage qui a apporté une contribution fondamentale dans ce domaine est un ingénieur hollandais qui travaillait à la Philips du nom de Balthazar van der Pol. Mais ce qui va se passer au même moment en Union soviétique est d'une autre ampleur par la recherche systématique et organisée qui se met en place. Le mérite essentiel en revient à un jeune russe, Alexandre Andronov, qui lui aussi va se mettre à étudier ces dispositifs techniques produisant des auto-oscillations. Ainsi, il a l'idée, qui n'était pas évidente a priori du tout, d'appliquer les méthodes et les outils de Poincaré, élaborés en vue des problèmes de la mécanique céleste, vers des problèmes de sciences de l'ingénieur. Et ce déplacement va s'avérer absolument crucial. La Deuxième Guerre mondiale va permettre aux scientifiques américains, ou récemment émigrés aux États-Unis, de prendre la pleine mesure des résultats de cette école soviétique d'Andronov. Richement subventionnés, des équipes de chercheurs explorent tous les domaines stratégiques. Mécanique des fluides, turbulence, transmission, ondes de choc, explosion, météorologie. John von Neumann est l'un des savants engagés dans l'effort de guerre américain. L'un de ses objectifs de recherche est d'affiner la prévision météorologique,
et pourquoi pas de contrôler l'évolution de l'atmosphère. Un rêve cher au cœur de bien des militaires. Les équations de la météorologie comportent un grand nombre de variables, mais leur calcul, trop long, ne peut se résoudre à la main. Von Neumann conçoit donc un calculateur à grande vitesse, l'ENIAC, l'un des grands ancêtres de nos ordinateurs actuels. Les mécanismes de l'atmosphère sont extrêmement compliqués. Et la question qui se pose est, faut-il utiliser des modèles très complets pour prédire ou des modèles très simples pour comprendre le mécanisme? Alors Lorentz, qui est un météorologue travaillant au MIT à Cambridge aux États-Unis, est partisan de ce deuxième choix. Il va utiliser des modèles très simples pour comprendre les mécanismes de l'atmosphère. Lorentz disposait d'un modèle de 12 équations sur son ordinateur qui tournait depuis 2 ans. Il cherche à le simplifier, il aborde le problème d'abord avec 7 variables, puis il s'aperçoit que 4 de ces variables ne jouent pas un rôle crucial et que les solutions s'écrasent sur les 3 restantes. Donc il a un exemple là rêvé, 3 équations seulement, non linéaires, qui lui rendent compte de phénomènes très compliqués et de solutions très irrégulières. Le hasard va donner un coup de pouce à ses recherches et Lorentz saura en tirer parti pour accomplir un pas de géant. Tout part du fonctionnement de son ordinateur. Pour des raisons pratiques, l'imprimante affiche 3 décimales de moins que l'ordinateur n'en garde en mémoire. Lorsque Lorentz veut relancer son modèle, il recopie les décimales indiquées sur le papier. Sans le savoir, il vient de modifier les conditions initiales de l'expérience. À partir de 2 états initiaux pourtant très voisins, 3 décimales derrière une virgule, les trajectoires divergent très rapidement. Lorentz en conclut que si d'aussi infimes différences dans les conditions initiales entraînent de telles divergences de trajectoire, alors tout espoir de prévision est détruit. Car pour prévoir, il faut être sûr de retrouver un même résultat en repartant du même point exactement, ce qui est impossible dans la réalité physique. Aujourd'hui encore, même avec les progrès des technologies informatiques, l'ordinateur continue d'offrir ses surprises chaotiques. À partir du même système d'équations, confié à 3 ordinateurs apparemment identiques, il ne faut pas longtemps pour voir 3 trajectoires se mettre à diverger. Cette fois, ce sont d'infinitésimales différences de réglage des ordinateurs qui ont joué le rôle des conditions initiales voisines révélées par Lorentz. D'un point de vue mathématique, il a montré que l'on pouvait produire du compliqué à partir de très simple. Et deuxièmement, il a exhibé le phénomène de sensibilité aux conditions initiales. Du point de vue proprement météorologique, si son modèle est pertinent, alors la prédiction à long terme est condamnée. C'est ce qu'on appellera l'effet papillon. Si 2 conditions initiales diffèrent d'une toute petite perturbation, un battement d'aile de papillon, elles peuvent donner lieu à 2 évolutions ultérieures à l'autre bout du monde, tout à fait différentes, un beau temps quelque part, un cyclone ailleurs. Tout espoir de prédiction paraît donc condamné. Mais comment cette découverte de la sensibilité aux conditions initiales va-t-elle modifier notre regard sur le mouvement des planètes à très long terme? Alors maintenant, si on regarde sur beaucoup plus longtemps, sur plusieurs centaines de millions d'années, et ça c'est possible avec l'utilisation des ordinateurs, eh bien les orbites des planètes ne paraissent plus régulières, leur mouvement n'est plus régulier mais devient chaotique. Ou plutôt, les manifestations du chaos apparaissent. Alors, une première manifestation, c'est la grande sensibilité aux conditions initiales. Si on fait une erreur de 15 mètres sur la position initiale de la Terre, au bout de 10 millions d'années, cette erreur devient à peu près 150 mètres, donc ce qui est tout petit. Ça veut dire que sur cette durée, on ne le voit pas. Ça, c'est la durée sur laquelle on a regardé les planètes tout à l'heure. Mais sur 100 millions d'années, eh bien, cette erreur devient 150 millions de kilomètres. Et 150 millions de kilomètres, c'est la distance Terre-Soleil. Donc, on ne sait plus du tout où se trouve la planète sur son orbite.
Maintenant, une autre manifestation du mouvement chaotique, c'est la possibilité d'avoir des excursions plus grandes des orbites, de la forme des orbites. Si on regarde maintenant sur plusieurs milliards d'années, eh bien, les orbites se déforment plus. On peut avoir des variations plus importantes de ces orbites. Bon, pour la Terre et Vénus, ça reste quand même modéré. Pour Mars, c'est un peu plus important. Et pour Mercure, c'est tellement important, l'orbite peut s'aplatir tellement qu'elle peut même venir couper l'orbite de Vénus. Et on a à ce moment-là possibilité de rencontre avec Vénus, possibilité de collision. Alors cette possibilité a une faible probabilité, mais en fait, elle existe. Donc on a là une forme la plus forte possible de l'instabilité du système solaire. En 1977, une grande conférence pluridisciplinaire sonne les 3 coups de ce nouveau domaine qui s'appelle maintenant le chaos. Autour des 3 communautés les plus représentées que sont les mathématiciens, les physiciens et les ingénieurs, s'agrègent les dynamiciens de population, les chimistes qui étudient les réactions chimiques chaotiques, certains économistes, etc. C'est-à-dire tous les domaines qui avaient été, si l'on peut dire, entrevus par Van der Pol et Andronov dans les décennies 1920-1930. Après cette conférence, s'ouvre un nouveau champ pour la décennie à venir. La mise en évidence expérimentale dans les divers domaines, en chimie, en physique, en hydrodynamique, etc., des phénomènes que l'on vient de comprendre théoriquement. Et ce mouvement de mise en évidence expérimentale va aller jusqu'à la fin des années 80. Le changement de point de vue apporté par la théorie du chaos remporte alors des succès dans la réalité. D'abord, ce qu'avait montré Lorentz d'un point de vue mathématique trouve sa confirmation expérimentale. Des dispositifs simples peuvent donner lieu à des phénomènes complexes. Dans les interactions magnétiques d'une boussole et d'un métronome par exemple, les manifestations du chaos apparaissent selon la distance qui les sépare. Ensuite, alors que des phénomènes naturels complexes échappaient à toute analyse autre que statistique, ils peuvent maintenant être expliqués grâce à la théorie du chaos. Comme ici, l'apparition de mouvements chaotiques lors de la transition vers la turbulence d'un fluide dans un cylindre, selon sa vitesse de rotation. Enfin, grâce à l'ordinateur, les boucles, orbites et méandres du chaos deviennent familières. Les attracteurs dévoilent leur structure. Et dans certains cas, le contrôle du chaos est même désormais possible. La théorie du chaos est un moment dans le progrès continu de la science. Nous savons sur le mouvement des planètes, sur le système solaire, des choses que Laplace n'aurait même pas imaginées. La turbulence, on étudie beaucoup plus la turbulence qu'on étudiait il y a 50 ou 100 ans, et on connaît beaucoup mieux ses propriétés. Tout ça, c'est parce que la théorie du chaos nous a appris qu'on pouvait renoncer à l'espoir de faire des calculs et de tout calculer, mais qu'on pouvait cependant obtenir des propriétés qui étaient qualitatives. On pouvait avoir une idée de comment les choses se comportent sans les calculer exactement. Alors c'est un moment, on continuera à étudier le mouvement dans les siècles qui viennent et on continuera à faire des progrès. Ce ne seront probablement pas des progrès dans la direction du calcul, mais ce seront des progrès dans l'analyse qualitative et géométrique des phénomènes.